joindre à nous pour cette belle conférence que je crois qu'on va vivre ensemble tous. Alors, je me présente Michael Farkas, président de la table ronde du Mois d'Histoire au Noir. La table ronde est heureuse de vous présenter deux historiens de renom, Mme Joanne Borges et Mme Monique Millian-Marinus. Je voudrais attirer votre attention sur un peu leur parcours, elles vont en parler un petit peu naturellement à nous-mêmes, mais reste que Mme Borges est historienne et professeure au département d'histoire de l'Université du Québec à Montréal. Elle dirige le laboratoire d'histoire et de patrimoine de Montréal qu'elle a fondé. Ses champs de spécialité comprennent entre autres l'histoire et le patrimoine urbain, l'histoire de Montréal, l'histoire socio-économique québécoise, canadienne du 19e et 20e siècle. Ses études supérieures, maîtrise et doctorat sont réalisées à l'Université du Québec à Montréal. Son mémoire de maîtrise porte sur le développement de l'industrie de la chaussure à Montréal au milieu du 19e siècle et son doctorat traite du travail de la vie des artisans du cuir à Montréal de 1790 à 1831. Elle devient professeure à la même institution en 1980. Dans ce vaste domaine de l'histoire socio-économique, c'est l'histoire du travail et de l'industrialisation à Montréal entre 1840 et 1960 qui est au cœur de son travail de recherche. Elle y traite entre autres des activités portuaires du Vieux-Montréal, du développement de l'industrie de l'alimentation et de la culture ouvrière. Ça fait que... Oui, est-ce qu'on peut l'applaudir, ça? Et l'autre historienne dont je vous parle, dont j'ai cité son nom, Mme Monique Millian-Marinus, elle est professeure d'histoire à l'Université des Antilles. Elle est professeure en résidence à l'Université de Charlotte, en Caroline du Nord, au moment qu'on se parle, cette année. Et nous visite pour la deuxième fois ici, au Québec, dans le cadre d'une conférence sur un point d'histoire qui nous est méconnu, ou presque inconnu. Une histoire qui se caractérise avec des recherches, qui se précise, à vrai dire, avec les recherches et les découvertes que Monique continue à répertorier et décrire. Une page d'histoire méconnue qui nous amène à des révélations sur les femmes, leur voyage, des femmes qui proviennent de la Guadeloupe, principalement, sur les femmes, leur voyage, leur travail ici, leur vie de rêve au Québec au début du 20e siècle. Nous, à la table ronde, considérons qu'il n'y a rien de plus précieux que de s'enrichir pour le savoir. Il faut parfois aller écouter et reconnaître, et que cette histoire, entre autres, parmi tant d'autres, est fascinante, car elle touche des facettes de servitude au XXe siècle, dans les bonnes familles du temps, ici même dans la grande région montréalaise, etc. Nous remercions la contribution du comité qui a vu le jour pour permettre cet échange de qualité sur notre Montréal d'antan. Monsieur Yves Fréchette, directeur du projet, professeur aussi, mais directeur du projet 3 siècles de migration, dont Mme Borges et Mme Marinus font partie. Il est aussi professeur à l'Université de Saint-Boniface, au Manitoba, fait partie du comité pour qu'on arrive à avoir un jour, tous se voir aujourd'hui. Et naturellement, le directeur, on va remercier le directeur de l'école musée du Fiermont, M. Éric Giroux. Alors, on peut tous les applaudir pour les médias. Bonsoir. Bonsoir, mesdames et messieurs. J'espère que le micro fonctionne bien, que vous m'entendez. Donc, on me demande, si vous ne m'entendez pas, vous l'indiquez, je vais crier un peu plus fort. Alors, je vais essayer de parler un peu plus fort, merci. Donc, on m'a demandé, comme contribution à cette soirée, dans un premier temps, de mettre un peu la scène, de mettre en contexte le Montréal qui va accueillir les femmes dont Monique va nous parler dans quelques minutes. Donc, j'ai préparé un petit PowerPoint avec surtout des images pour nous replonger dans le Montréal au début du 20e siècle.
Voilà. Donc, j'ai aussi un appareil qui me permettrait peut-être de vous montrer des choses, mais j'ai l'impression que je manque de main, donc je ferai mon possible. Vous essayerez de me suivre. Donc, ce que j'ai à l'écran, c'est une représentation, une vue à vol d'oiseau de Montréal à la fin du 19e, quelques décennies avant l'arrivée des Guadeloupéennes. Et ce que je vais vous montrer ensuite, ce sont des photographies, Notman, qui montrent le Montréal de cette époque pour qu'on voit un peu quel est le milieu qui a accueilli ces femmes qu'elles ont découvert lorsqu'elles sont arrivées. Et les images que je vais vous présenter vont nous montrer une partie de Montréal en commençant à la partie qui est à votre gauche, près du canal de la Chine, et on va avancer progressivement vers l'est de cette façon-là. Et je pense que vous allez reconnaître un certain nombre d'éléments du paysage. Donc, je vais vous montrer un certain nombre d'images pour commencer. Donc, ce que vous avez ici, d'abord, c'est le Montréal industriel. Montréal, à l'époque, il faut se rappeler, c'est la plus grande ville au Canada. C'est une ville qui compte presque un demi-million d'habitants en 1911, avec sa banlieue proche. C'est de loin la plus grande ville au Québec. La deuxième ville en importance, c'est la ville de Québec, qui compte moins de 100 000 personnes, autour de 80 000. Et après, ce sont vraiment des villes beaucoup plus modestes qui ont moins de 20 000 habitants. Donc, Montréal, c'est vraiment une autre planète comparée aux autres villes québécoises. Et Montréal, c'est une grande ville industrielle, mais c'est une ville aussi qui est importante pour les activités financières, les activités commerciales. Donc, c'est une ville qui est très complexe au niveau de son économie et des groupes qui vivent là. Donc, ici, on a le Montréal industriel, le long du canal de la Chine, qu'on connaît bien. Et ensuite, on a le Montréal ouvrier, les quartiers où vivent une grande partie des gens qui travaillent dans ces usines. Et vous avez ici deux photos qui vous montrent Griffintown, tel qu'il était à cette époque. Ah, c'est bien, le micro est plus fort. Merci beaucoup, un miracle. Donc, ce que vous voyez ici, donc, vous avez Griffintown ici avec des éléments du canal de la Chine, le pont Victoria qu'on reconnaît à l'arrière-plan. Toujours Griffintown, mais là, en regardant vers le Vieux-Montréal et vers l'île Sainte-Hélène qu'on voit un peu plus loin. Si on se retourne et on regarde vers l'ouest, on est toujours avec Griffintown à l'avant-plan. Ensuite, on a Pointe-Saint-Charles, Saint-Gabriel, Sainte-Cunégonde ou la Petite-Bourgogne. Et au loin, on a toujours le long du canal de la Chine, Saint-Henri. Donc, on est vraiment dans ce quartier industriel et ces quartiers ouvriers de l'ouest. Mais ensuite, si on continue, on avance un peu plus, là, on commence à voir apparaître le centre-ville de Montréal. Il y a des éléments qu'on reconnaît. Donc, ici, à votre gauche, vous reconnaissez l'église Marie-Reine du Monde, qu'on voit, donc, un des éléments qui est toujours présent dans le paysage, et une des grandes gares qui est disparue, la gare Bonaventure, les quartiers populaires au sud. Et ici, on est en train de regarder carrément vers l'est de la ville, et on voit l'île Sainte-Hélène qui est au loin. Et enfin, là, on est au cœur du centre-ville. On a à l'avant-plan les voies ferrées qui mènent à la gare Bonaventure. Un peu plus au nord, on a les voies ferrées qui mènent à la gare Windsor, dont on va entendre parler un peu plus loin. Et ensuite, on a vraiment le Square Mile, le quartier de la grande bourgeoisie anglophone, et le parc du Mont-Royal. Et on voit évidemment les arbres, la verdure beaucoup plus importante au nord que dans les quartiers populaires au sud. Et enfin, toujours en regardant vers le nord avec la montagne, on voit donc le Mont-Royal, on voit à votre gauche la montagne de Westmount, et donc on a le quartier, on a la rue Guy, Côte-des-Neiges qui monte, on peut voir des éléments du complexe des Sœurs Grises, et c'est le Square Mile en haut et Westmount qui commence à se développer à ce moment-là. Donc on a cette ville industrielle, ouvrière, populaire, avec un grand centre-ville et des quartiers bourgeois, anglophones, très connus, le Square Mile et Westmount. Et l'idée qu'on se fait du monde domestique, la présence des domestiques, c'est beaucoup à travers des traces laissées dans les albums de photos Notman et autres de la grande bourgeoisie anglophone de Montréal. Et on se fait l'idée que les domestiques, c'est vraiment la très grande bourgeoisie qui a des domestiques. Et évidemment, ces grands bourgeois prenaient un plaisir à prendre en photo, faire prendre en photo leurs domestiques, parce que c'est une façon aussi de montrer leur richesse, leur pouvoir. Et ici, on a un de ces grands bourgeois, M. Sargent, qui, en 1885, a un cocher, sans doute un jardinier et plusieurs domestiques. Mais même plus tard,
en 1918, on a encore de ces grandes familles bourgeoises de Montréal, du Square Mall, de Westmount, qui ont un nombre important de domestiques qui travaillent pour eux. Mais évidemment, je viens de parler surtout du Montréal anglophone. Quand on avance un peu vers l'Est, et c'est là que je vais essayer de vous montrer, en espérant que ma technologie soit bonne. Oui, donc, ici, donc, on a le centre-ville, le Vieux-Montréal. On a l'Est de Montréal. Ici, c'est l'axe de la rue Saint-Denis qui montre ici, qui est vraiment au cœur du quartier de l'élite francophone de Montréal. La rue Saint-Hubert, Berry, le Jardin Vigée, Square Vigée. On monte la côte, on arrive à la hauteur de Sherbrooke. On a le Carré Saint-Louis. Et ce qui est en train de se développer, qui va être développé quand les Guadeloupéennes vont arriver, c'est près du plateau Mont-Royal, ce secteur-ci. Et en allant le long de Sherbrooke, et entre Sherbrooke, ici, c'est l'équivalent de l'avenue du Parc, dans ce secteur ici. Donc, on a vraiment deux grandes zones où habitent les groupes les plus aisés de la population francophone de Montréal. Alors, pour vous donner une idée de cet environnement, de ce milieu urbain qui est fréquenté par la bourgeoisie et les classes moyennes supérieures francophones, j'ai choisi un certain nombre d'images qui nous montrent, ici, vous avez deux vues de l'axe, de l'angle Saint-Denis et Sherbrooke. Donc, à votre gauche, vous êtes au coin de Sherbrooke-Saint-Denis, vous regardez vers le nord sur Saint-Denis. Ici, vous regardez vers l'est, le long de Sherbrooke. Et ces cartes postales sont autour de 1910, c'est un moment où on a fabriqué énormément de cartes postales de Montréal. Il y a beaucoup de représentations de Montréal de l'époque, de l'Est et de l'Ouest. Ensuite, d'autres rues importantes. On a une vue à votre gauche de la rue Saint-Denis. Là, on est sur Saint-Denis en regardant vers le sud et on voit le clocher de l'église Saint-Jacques qui est encore là et on voit évidemment l'hiver qui était un élément présent aussi au début du siècle. Et ici, c'est la rue Sainte-Catherine avec le magasin Dupuis-Frères et d'autres commerces et c'était vraiment le centre-ville de l'élite francophone de l'époque avec les grands magasins, les théâtres, certaines salles de cinéma, des boutiques, etc., les restaurants. Évidemment, les parcs où les membres de l'élite de l'époque allaient se balader. Donc, on a le parc La Fontaine à votre gauche. Et ici, on a le Square Vigée, tel qu'il était autrefois, quand c'était un beau grand parc urbain, avec l'hôtel Vigée, qui était aussi un lieu important pour les événements sociaux de la bourgeoisie de l'époque. Oups, pardon, je me suis trompée. Ensuite, on arrive, vers les résidences. Donc, on a un certain nombre de photos, de cartes postales qui nous montrent des rues et des résidences. Donc, ici, on est à proximité du Square Saint-Louis et on voit donc des maisons, par certaines grandes maisons autonomes, mais aussi très souvent le modèle de maisons en rangée et parfois même des duplex, mais des duplex pour l'élite. Le long de la rue Sherbrooke, vous avez d'autres images. À votre gauche, c'est Sherbrooke. À votre droite, c'est l'avenue de Lorimier, qui était aussi une avenue assez prestigieuse à l'époque. Et certaines maisons habitées par des francophones sur la rue Saint-Denis, ici à votre gauche. Et les deux autres sont des images de résidences de membres de l'élite francophone sur Sherbrooke-Est au début du 20e siècle. Et enfin, d'autres secteurs qui sont un peu plus modestes au niveau de l'habitat. Ici, c'est l'avenue Prince-Arthur, entre Saint-Laurent et avenue du Parc. Et ici, l'avenue Chérier, donc dans l'axe de Saint-Denis. C'est plus rare, mais on trouve parfois des photographies d'intérieur bourgeois de l'époque. Donc, on peut imaginer que des domestiques circulaient dans ces espaces, avaient des tâches à accomplir. Il y a moins souvent des photos de la cuisine. C'est un espace qu'on va commémorer un peu moins. Donc, salle à manger, salon de la fin du 19e, début du 20e siècle. Et donc, je voulais terminer en parlant 2 secondes de qui sont les maîtres et les maîtresses de maison dans ces maisons bourgeoises ou de la classe moyenne supérieure. Et donc, c'est pour vous représenter certaines de ces hommes, époux des femmes qui étaient les maîtresses de maison. Donc, une photographie d'un groupe de médecins
et de futurs médecins de l'hôpital Notre-Dame. Donc, les médecins font partie de cette élite de professionnels, de membres de la petite bourgeoisie. Énormément de personnes qui viennent du travail de bureau, parce que c'est une époque où les grands bureaux sont en train de se développer. Des gens qui sont des commis, des comptables, et qui ont différentes fonctions dans les bureaux de l'époque. Et je ne sais pas si c'est visible, mais j'ai choisi dans le recensement quelques exemples de ces familles qui employaient des domestiques. Donc ici, on a Henri Gérin-Lajoie, dont l'épouse est Marie Gérin-Lajoie, qui est une des premières grandes féministes du Québec francophone au début du 20e siècle. Et on voit bien qu'avec la famille, il y a l'homme, la femme, 3 enfants adultes, et il y a une domestique, Eva Cotton, donc une anglophone qui est domestique de 17 ans, qui travaille pour eux. Quelques autres exemples qu'on peut trouver. Monsieur Desrosiers, qui est un commis, qui travaille dans un grand magasin avec sa femme, des jeunes enfants et une domestique de 37 ans qui travaille avec eux. Un monsieur Arnoldi, qui est un trésorier adjoint à la ville de Montréal, avec sa famille, 64 ans, son épouse, 3 enfants adultes et une domestique de 22 ans. Et un dernier exemple, ici, on a monsieur Louis-Joseph Lajoie, qui est un gérant d'un grand commerce de l'époque, avec sa famille, avec son épouse, un grand nombre d'enfants adultes, et dans leur cas, 2 domestiques, une servante de 28 ans et une cuisinière de 50 ans. Et donc, on voit ici, on peut regarder, dans leur cas, ils sont sur Saint-Denis, d'autres cas, c'est Sanguinet, Sherbrooke, Saint-Urbain, etc. Donc, on n'est pas dans le Golden Square Mile, on n'est pas dans les grands quartiers bourgeois de Montréal, on est dans le Montréal francophone de personnes qu'on n'associe pas nécessairement à l'emploi de domestiques. Donc, ça met la table, j'espère, pour la présentation, et je vous remercie beaucoup. Bonsoir à tous. Merci d'être venus. Je voudrais d'abord remercier Michael Farkas et Nadia Rousseau pour l'invitation pour cette présentation ce soir dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, et aussi mon amie Sylvie pour m'avoir emmené en voiture avec ce grand froid. Et c'est peut-être une introduction, c'est une des questions que je m'étais demandé, comment des femmes et quelques hommes décident de partir au Canada au début du XXe siècle. Juste un petit peu de géographie. Merci Joanne pour l'introduction, et vous allez voir qu'il y a des choses qui vont compléter, des éléments à compléter l'introduction faite par Joanne. Je voudrais juste situer où se trouve, c'est le point rouge, la Guadeloupe par rapport au Canada, pour que vous voyez bien, ce sont des îles dans la Caraïbe. Et alors ce n'est pas la première émigration du début XXe siècle, il y a déjà une émigration quand il y a eu la construction du canal de Panama. Une immigration au départ de la Guadeloupe et de la Martinique vers Panama. Et vous avez donc ce mouvement migratoire au départ de la Guadeloupe. La Guadeloupe est un archipel. Ça, je le dis parce que les domestiques et les hommes que j'ai trouvés viennent de l'ensemble de la Guadeloupe. J'ai des domestiques qui viennent de Marie-Galante, j'ai des domestiques qui viennent de Basse-Terre, Pointe-à-Pitre, Petit-Bourg, Anse-Bertrand. C'est un phénomène vraiment qui touche l'ensemble de la Guadeloupe à ce moment-là. En ce qui concerne le Canada, mais j'en reparlerai, alors c'est un phénomène plutôt pour la province du Québec, les villes de Montréal, mais aussi autour de Montréal, Terrebonne, Saint-Hilaire, Saint-Hyacinthe, Saint-Hilaire, on va jusqu'à Trois-Rivières, Laval, et de l'autre côté, du côté anglophone, on va à Ottawa. Mais il y a très peu de domestiques qui vont à Ottawa, c'est principalement un événement pour la province du Québec. Donc comment se passe, c'est une histoire un petit peu en 2 temps que je vais vous raconter, comment et pourquoi ces gens sont partis au Québec, et ensuite qu'est-ce qui se passe. Il faut savoir qu'au début du XXe siècle, c'est un événement qui se passe principalement entre 1910 et 1911 pour les recrutements, mais c'est un événement qui continue jusqu'au début des années 1920 parce que vous avez des personnes qui vont rester, et je dirais jusqu'à aujourd'hui, puisqu'il y a forcément des descendants de ces personnes-là au Canada que je ne connais pas, mais c'est justement l'occasion, même si j'ai des noms, avec ce genre de conférences, peut-être pour des gens de découvrir que dans leur famille, ils avaient une grand-mère ou une arrière-grand-mère qui était venue de la Guadeloupe.
Donc c'est un événement, ce que je voudrais dire, c'est que c'est pas une évidence que ces personnes soient là au début du XXe siècle. On est à un moment où le Canada ouvre ses portes à l'immigration, mais pas où il y a des gens qui ne sont pas désérables, c'est les mots qu'on trouve dans les textes de loi, principalement les Asiatiques et les Noirs. Donc, comment elles arrivent, et c'est intéressant de le souligner, je cite un article d'Agnès Calix, c'est une sociologue qui avait fait un article sur les Noirs en Nouvelle-Écosse et qui parlait aussi de ces domestiques. Il y a un décalage entre la politique du gouvernement qui ne souhaite pas avoir une immigration noire au Canada et des employeurs privés ou le chemin de fer qui, je dirais pas s'accommode, mais qui recrute des Noirs, principalement parce que c'est une main-d'œuvre bon marché. Et je reviendrai sur ça. Donc vous devez avoir en tête que c'est pas une évidence parce qu'il y a des textes de loi qui font qu'en fait ces domestiques qui viennent de la Guadeloupe n'auraient jamais dû entrer en Guadeloupe. Quand on regarde, vous voyez où est situé sur le point rouge la Guadeloupe, il y a un texte de loi important qui fait que pour entrer au Canada, il faut un trajet direct. C'est-à-dire qu'il faut venir, par exemple, si vous venez de France, du Havre jusqu'au port à Montréal, enfin, pas au port à Montréal, mais jusqu'à sur les ports d'entrée, à Halifax, tous les ports d'entrée au Québec. Il n'y a pas de trajet direct depuis la Guadeloupe. Il faut passer en fait par les États-Unis, par Ellis Island, qui est la grande entrée au XXe siècle pour l'immigration. Et c'est comme ça qu'on a des traces de ces domestiques, c'est un élément sur lequel on reviendrait. On vous a montré ma collègue vous a montré des cartes. On voit plutôt les familles. On n'a pas beaucoup de traces de ces domestiques, ne serait sinon qu'avec les familles. Et on a des photos importantes qui viennent justement. Voici ces domestiques, enfin quelques-unes de ces domestiques guadeloupéennes. Ici, c'est le passage à Ellis Island. Augustus Sherman était un fonctionnaire qui prenait beaucoup de photos, en fait, il faisait des portraits des immigrants, donc on a des photos d'Ukrainiens, de Français, de Polonais, de Tchèques, et on a en fait des photos de ces domestiques guadeloupéennes. Donc là, c'est le passage avant qu'elles arrivent au Canada. Donc elles transitent par New York, par Ellis Island, et ensuite elles arrivent à Montréal. Donc ça, c'est une photo qui date du mois d'avril 1911, qui est le moment où on aura le plus de domestiques qui vont arriver à Montréal. Une autre photo d'elle, là aussi prise à New York. Donc elles sont habillées, donc ce sont plutôt des tenues qu'on dit traditionnelles que l'on porte en fait aux Antilles pour les grands événements, notamment les mariages, les baptêmes, qu'on porte aussi pour aller à l'église le dimanche. Donc pourquoi elles viennent au Canada? Je voudrais d'abord vous parler un petit peu du contexte. On est dans un contexte où il y a une crise, ce qu'on appelle une crise de la domesticité. On dit, alors je dis on dit, qu'on manque de domestiques. Mais quand vous regardez les archives, on trouve des domestiques. Il ne faut pas croire qu'il n'y a pas de domestiques. Il y a des domestiques. Alors c'est surtout des domestiques dans le monde anglophone. C'est pour ça qu'on a plus des domestiques, des photos de ce côté-là. Du côté francophone, on trouve en fait des Québécoises, quelques Belges. Et donc, la question qui se pose, ce sont des familles canadiennes-françaises qui veulent recruter des domestiques sachant parler français et étant catholiques. Et donc, ces domestiques guadeloupéennes s'inscrivent dans ce contexte-là. L'autre question, les domestiques, il y a une hiérarchie. Donc, les plus cotés, je dirais, sont les Canadiennes et ensuite, pour les étrangères, ce sont les Britanniques. Ce sont des domestiques blanches. Et ce que l'on note, donc ce que je vous montre là sur le PowerPoint, c'est le résultat d'une enquête dont je vais reparler, qui a été faite par le département de l'immigration. Donc on demandait aux employeurs des domestiques guadeloupéennes qu'est-ce qu'ils pensaient de leurs domestiques et pourquoi en fait ils avaient voulu avoir ce genre de domestique. Et beaucoup disent qu'en fait il est difficile de trouver une domestique, que les domestiques blanches en fait se vendent cher. Le salaire moyen qu'une Britannique peut avoir, c'est 20 $. Les domestiques guadeloupéennes vont être payés 5 $. Donc, quand on parle de main-d'œuvre bon marché, vous voyez ce que je veux dire. Et aussi, ils disent que les domestiques blanches, et particulièrement les Britanniques, veulent prendre la place de la maîtresse. Donc, en fait,
on lit en filigrane derrière ça qu'ils veulent des domestiques bon marché, dociles, malléables, qui vont rester à leur service. Donc comment elles arrivent? Donc ce sont des recrutements privés qui ont été faits. La personne principale, c'est Joseph Misaël Authier, qui est un Canadien-Français qui a fait une partie de sa vie et sa carrière aux États-Unis, qui est devenu consul américain et qui a été en poste en Guadeloupe. Quand il est à la retraite, il décide de revenir habiter à Saint-Hilaire et il revient avec cette domestique guadeloupéenne. Et c'est comme ça que va commencer l'histoire. Quand il invite des gens chez lui, donc ses amis trouvent que cette domestique est très bien, et comme c'est un moment de crise de la domesticité, il lui demande en fait s'il y a d'autres domestiques, si on pourra avoir des domestiques dans le genre de cette domestique. Et c'est ce qu'il va proposer. Il va proposer en fait de repartir à la Guadeloupe, de recruter des domestiques et de les faire venir au Québec. Donc il s'appuie en fait sur donc ce sont des recrutements privés, ça c'est important de le dire, ce n'est pas le gouvernement canadien qui s'occupe de ces recrutements, ça ne veut pas dire qu'il ne surveille pas, mais c'est pas des recrutements organisés comme ceux qui a pu se faire à la fin des années 50-60 pour les domestiques qui viennent de ce qui est aujourd'hui le Guyana, de la Jamaïque, de la Barbade. Là, c'est lui qui va chercher les domestiques pour le premier voyage. Comment ça se passe? Comme je vous l'ai montré, on ne peut pas, si on suit les textes de loi, on ne peut pas en fait entrer au Canada sans voyage direct. Donc en fait, il utilise en tant qu'ancien consul ses réseaux et il demande en fait à Ellis Island de laisser passer ses domestiques en insistant bien sur le fait qu'elles ne vont pas être une charte publique, que les employeurs en fait avancent le billet. Donc en fait, il montre que quand elles arrivent au Canada, on sait déjà où elles vont se placer. Et c'est comme ça qu'on retrouve, j'ai une liste des employeurs. Donc les employeurs, les familles canadiennes françaises avancent le passage, payent le billet. Et c'est comme ça, en fait, qu'elles peuvent rentrer au Québec. Donc elles viennent pour un contrat de 2 ans et elles sont payées 5 $ par mois pour celles qui sont payées, parce qu'en fait, j'ai découvert que certaines n'ont pas été payées. Donc quand elles arrivent, elles ne le savent pas, mais elles sont déjà assignées à une famille canadienne-française. Donc Joseph Misaël Authier, il revient avec cette domestique et c'est lui véritablement qui met en place cette organisation. Il va être aidé par un avocat, Joseph Anti-Méliordion, et par Auguste Lemieux, qui est principalement parce qu'il a son frère qui est proche de Wilfrid Laurier, le Premier ministre, et qui va donc expliquer qu'il y a ces domestiques qui vont venir. Elles ne rentrent pas tout à fait dans le cadre justement de cette loi 1908, mais il faut en fait les laisser passer. Donc dans les familles canadiennes françaises, vous avez, c'est principalement en fait la petite et la grande bourgeoisie. Je vous ai pris en fait un exemple de quelqu'un que peut-être vous connaissez, Victor Morin, qui a été entre autres échevin de Montréal. Il a eu en fait des domestiques et plusieurs. La première, Françoise Capou, et je vais revenir sur les noms, elle décède. Alors comment j'ai su qu'il avait une domestique? C'est parce qu'en fait il y a une enquête. En fait, elle a un malaise en se promenant dans le tramway, en se promenant à Montréal. On l'emmène chez un pharmacien, mais elle décède. Et la police, en fait, met mort brutale, mort violente, mort brutale. Et en fait, il y a une enquête du coroner et Victor Morin doit venir témoigner. Et il écrit, lui, il dit en fait qu'elle avait déjà des problèmes de santé, qu'elle avait fait un très gros repas. Et c'est peut-être ce qui explique son décès dans l'après-midi. Ce qui est intéressant, c'est que dans l'enquête du coroner, vous avez une autre domestique qui vient témoigner, qui était avec elle. Donc ça montre les sociabilités. Elles sont soit seules dans une famille, soit par deux, mais il y a des moments où elles se retrouvent. Donc les deux qui sont ensemble cet après-midi-là ne sont pas dans la même famille, mais visiblement elles se connaissent, ou en tout cas elles se sont connues à un moment pour pouvoir se promener ensemble à Montréal. Donc quand sa domestique meurt en décembre 1910, il réécrit à Joseph Misaël Authier pour lui demander d'avoir d'autres domestiques, et il aura 3 autres domestiques qui arrivent en 1911, notamment au mois d'avril où il y a le plus gros convoi. Les noms que je vous ai mis ici sont les noms que l'on retrouve en fait dans les archives au Canada, mais il faut savoir qu'il y a des erreurs sur les noms, soit d'orthographe, mais qui sont souvent liées au passage à Ellis Island, le fait
de dire son nom en français à un agent anglais. Et quand on regarde, donc c'est le travail que je fais aussi, j'essaie de leur redonner leur nom en regardant les registres, en fait, en Guadeloupe, les registres d'état civil. Donc ces domestiques, elles vont être visibles, notamment au mois d'avril, où on a le plus gros convoi. Il y a une centaine de domestiques qui arrivent au mois d'avril 1911, et on en parle beaucoup dans la presse. Donc ici, c'est une arrivée à la gare de Windsor. Et cette image, elle est importante parce que c'est celle qui va susciter l'enquête qui va être menée par William D. Scott. Quand on lui envoie cette photo, donc on envoie cette photo à Ottawa, il demande en fait à la police de faire une enquête pour savoir si ce ne sont pas des prostituées qui arrivent en fait à Montréal. Et donc la police de Montréal mène une enquête. Et donc il faut savoir que dans la presse, on parle, donc ça aussi c'est un aspect ça montre bien la présence de ces domestiques. On a beaucoup que ce soit Le Devoir, La Patrie, la presse, où il y a des articles en fait sur l'arrivée de ces domestiques. Donc cette image, elle est importante parce que William D. Scott, donc, qui est le superintendant du département de l'immigration, un homme très influent quand on parle de l'immigration au Canada, il va demander une enquête. Et cette enquête, elle va aboutir en fait à mettre un terme au recrutement de ces domestiques. On a un moment en fait où il y a un débat à la Chambre des communes sur l'immigration des Noirs, mais quand on parle de l'immigration des Noirs, c'est l'immigration des Noirs américains qui viennent dans les prairies, dans l'Ouest canadien. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que quand on lit les interventions en fait des hommes politiques, ils ne parlent absolument pas des Noirs nés au Canada. La question noire, elle vient par l'immigration et principalement par les Noirs américains. Alors cette enquête elle est intéressante. Il envoie, donc c'est là où je vous dis c'était recrutement privé, mais il y a une surveillance du gouvernement. Il envoie à 96 employeurs, ce sont les premiers employeurs. Donc les premiers, j'ai oublié de vous le dire, les premières arrivées arrivent en septembre 1910 et ensuite le deuxième convoi c'est avril 1911. Alors justement il y avait la question de l'hiver, donc on ne souhaitait pas qu'elles arrivent entre décembre et février. Et donc, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il faut imaginer que vous avez des gens qui reçoivent un courrier un jour chez eux. Voilà, vous avez une domestique, on met le nom de la domestique et on aimerait savoir si vous êtes satisfait et est-ce que vous pensez qu'il faudrait prolonger ou augmenter le nombre de domestiques issus de la Guadeloupe qui viendraient au Canada. Et donc, on a une série de réponses, et donc je vous ai mis un extrait. Donc, sur les 96 réponses, il y a à peu près 8 réponses où les employeurs ne sont pas satisfaits, parlent de domestiques lentes, paresseuses, etc. Mais globalement, ils sont plutôt satisfaits. Et c'est ce qu'ils font remonter à William D. Scott. Et lui, il fait remonter, en fait, à Frank Oliver, qui est le ministre de l'Intérieur. Le département de l'immigration dépend du ministère de l'Intérieur. Il lui fait remonter qu'il faut absolument stopper cette immigration en provenance de la Guadeloupe. 1, parce que les employeurs ne sont pas satisfaits, et 2, ce sont des prostituées à Montréal, alors que le rapport de la police dit très clairement qu'il a fait le tour des maisons closes de Montréal et qu'il n'a trouvé aucune femme noire dans ces maisons closes au moment où il fait l'enquête en avril-mai 1911. Il faut vraiment le relier, en fait, ce que fait William D. Scott à la question, au débat politique sur l'immigration noire au Canada. Et ce que l'on voit, c'est ce décret que vous connaissez sûrement d'août 1911, qui n'est pas appliqué finalement, mais où, sans citer les Noirs, c'est vraiment, sans citer les domestiques guadeloupéennes, c'est la question noire. En fond, les domestiques guadeloupéennes ne dérangent pas, si je pourrais parler comme ça, William D. Scott. Mais la question, c'est si on les laisse entrer, on laisse entrer une immigration noire. Donc en fait, il écrit à Joseph Misaël-Lothier et à J.A. Dion, l'avocat, pour leur dire que dorénavant, il faudra qu'ils respectent les conditions. Donc la question est presque réglée, le voyage direct.
Il y a aussi, pour entrer au Canada, comme dans beaucoup de pays, une question d'avoir un certain montant d'argent. En fait, là, c'était les employeurs qui avançaient l'argent. Donc, si elles n'ont pas cet argent-là, elles ne pourront pas rentrer. Donc, appliquer les lois telles quelles. Donc, c'est ce qu'ils demandent. Il envoie le courrier au mois de juin. Donc, ce qui va se passer, c'est que ceux qui avaient déjà, en fait, demandé une domestique, vous allez avoir d'autres domestiques qui vont arriver, en fait, jusqu'en novembre 1911. Mais c'est 1, 2, 3, 4. C'est pas un gros groupe comme ceux qu'on a eu au mois d'avril ou au mois de juillet où vous avez encore 20 personnes ou au mois de septembre où on a encore une quinzaine qui arrivent en groupe. En fait, après, on a des arrivées individuelles. Donc, pour terminer, qu'est-ce qui arrive après, justement, le courrier de William D. Scott? Vous avez, en fait, diverses trajectoires. Vous avez celles qui vont demander un rapatriement elles-mêmes, notamment celles qui souffrent qui ont des problèmes de santé, qui ont du mal à s'adapter, je ne sais pas si on s'adapte au froid, mais qui ont du mal à tenir l'hiver. Vous avez les déportations. Alors là, c'est Ottawa qui demande, c'est William D. Scott qui demande à ce qu'elles soient déportées, notamment 2 qui sont aliénées, une à l'hôpital Saint-Jean et à Longue-Pointe, où il y avait un asile. Il y a celles qui vont rester au Canada, et là, on a plusieurs trajectoires, parce que on a par exemple la reine de Harlem, Stéphanie Sinclair, qui est en fait une domestique, qui est arrivée en juillet 1911, qui va à Terrebonne, et elle part en fait, on trouve sa trace au mois d'avril 1912, elle part aux États-Unis, et elle a la vie que l'on connaît à Harlem, comme dans le milieu du gangstérisme Harlem. Vous avez une domestique, quelques-unes qui se marient, notamment c'est intéressant, avec des Noirs anglophones, et notamment avec des porteurs, qui est l'immigration la plus importante à ce moment-là. Vous avez des trajectoires plus douloureuses. Il y a 2 sœurs, une qui est arrivée au mois d'avril et l'autre qui est arrivée au mois de juillet. Celle qui est arrivée au mois de juillet, je la retrouve, en fait, elle est arrêtée pour prostitution, et c'est intéressant, en 1919. Donc ça veut dire qu'elle reste entre 1911 et 1919. Et puis vous avez ceux qui décèdent au Canada. Alors j'ai féminisé mon propos, les domestiques guadeloupéennes, mais vous avez quelques hommes, notamment 3 hommes qui viennent au mois d'avril. Et vous avez Paul Soukabé que j'ai suivi et qui meurt en fait en 1918 et qui est enterré à Notre-Dame. Donc c'est une histoire c'est un événement important. Pour la Guadeloupe, c'est à la fois les mémoires des familles, c'est aussi la première grande émigration des femmes. Il y avait quelques-unes qui sont parties pour la construction du Canada au Panama, mais c'est vraiment la première grande émigration. On pense souvent en fait aux années du Bumidum, les années 60, qui est une grande émigration vers la France, mais elle part déjà avant et comme domestique. Pour ici, je trouve que c'est important parce qu'on parle souvent d'immigration. Alors quand on parle d'immigration francophone, on pense plutôt aux Haïtiens, à l'immigration haïtienne, surtout après la Seconde Guerre mondiale, mais il y a cette petite immigration francophone au début du XXe siècle. Ça montre aussi par rapport aux anglophones, comme ma collègue vous l'a dit, qu'il y a une immigration francophone. Elle est importante, je dirais pour ma dernière phrase, parce qu'elle joue un rôle pour les immigrations ultérieures. Quand les archives en fait, du département de l'immigration montrent que quand on veut avoir une immigration de la Caraïbe, ce qui va être le cas pendant la Première Guerre mondiale et même pour l'immigration, le domestique chef des années 50-60, on fait référence à ces domestiques guadeloupéennes. Pendant la Première Guerre mondiale, en 1918, on veut essayer de faire venir des Jamaïcaines, domestiques jamaïcaines, et William D. Scott, qui est encore le directeur du département, dit que cette immigration n'est pas désirable parce qu'il y a eu des problèmes avec des domestiques guadeloupéennes en 1910-1911. Donc c'est dire que c'est pas une question de chiffres des fois, mais elles ont marqué par leur présence, leur visibilité dans l'espace public et privé. Alors là, c'est des questions pour lesquelles je n'ai pas beaucoup de réponses parce qu'on n'a pas beaucoup la voix des domestiques, mais les domestiques c'est l'intimité, elles sont dans les familles. Ce que je peux dire, c'est que j'ai trouvé 2 photos de domestiques qui sont envoyées après, dans les années 20, à leur employeur, pour dire qu'elles étaient contentes d'avoir été dans leur famille. J'ai trouvé des photos où elles posent avec les enfants pour les communions. Donc ça montre en tout cas elles vivent en tout cas avec les familles. Voilà, je vous remercie.
Merci, Monique. On m'a demandé de porter un autre chapeau, de formuler quelques commentaires à propos de ce que je voyais comme l'apport de ce travail. Un commentaire préliminaire, parce que j'imagine que vous aurez aussi des commentaires. Et aussi, on m'a demandé de briser la glace, en quelque sorte, avec quelques questions à Monique. Donc, c'est pas exactement arrangé avec le gars des vues, mais elle a quand même une certaine idée des questions que je vais lui poser. Donc, ça sera pas un effet de choc ou de grande surprise. Donc, alors d'abord un commentaire à propos de l'apport à la recherche, la contribution, et je pense que pour réfléchir à la contribution de cette recherche, qui est en cours, qui n'est pas finie, je pense qu'il y a déjà ce qu'elle révèle, ce qu'on apprend déjà, et les interrogations qu'elle soulève. Et je pense que ça soulève beaucoup de questions importantes. Donc, j'ai organisé mes commentaires en 3 points. D'abord, peut-être en partant de notre participation commune à ce projet 3 siècles de migration francophone en Amérique du Nord, parce qu'on parle de femmes migrantes. Et donc, je me place par rapport à ce projet 3 siècles de migration francophone, cherche à comprendre le phénomène des migrations francophones de 1640 jusqu'aux années 1940, donc à la fois la migration de l'Europe vers l'Amérique, au sein de l'Amérique, donc des francophones qui ont quitté l'Acadie ou le Québec pour aller vers l'Ouest canadien, vers l'Ontario, vers la Nouvelle-Angleterre, vers le Midwest ou même le Far West américain, et l'immigration au sein du Québec, des campagnes québécoises vers Montréal ou vers d'autres villes. Et je pense que la participation de Monique à notre grand projet ajoute vraiment une autre dimension, parce que on avait, je pense, pas vraiment réfléchi à la relation potentielle entre les Antilles et le reste de l'Amérique. Et en fait, ça nous rappelle peut-être l'ancienne histoire de la Nouvelle-France, l'Empire français d'Amérique, où les Antilles étaient en relation avec le Québec, avec la Louisiane, avec les autres parties de l'Empire français. Et donc, ça nous amène peut-être à repenser les frontières avec lesquelles on passe à une présence francophone en Amérique. Elle est aussi intéressante d'un point de vue des migrations parce que ça ouvre des perspectives intéressantes de comparaison. On parle de migration de femmes qui voyagent peut-être en groupe, mais elles ne sont pas nécessairement dans un cadre familial. La plupart semblent relativement jeunes, certaines peut-être un peu moins. Et c'est un sujet qui intéresse plusieurs autres chercheurs dans cette grande équipe, qui s'intéressent aussi à la migration de jeunes femmes, de jeunes Acadiennes qui vont migrer vers la Nouvelle-Angleterre, de Québécoises qui vont migrer vers les villes industrielles de la Nouvelle-Angleterre, et aussi de jeunes Québécoises qui vont migrer des campagnes vers Montréal, très souvent pour être domestiques elles aussi. Donc, il y a des expériences de jeunes femmes qui découvrent la ville ou qui partent seules et qui ont une expérience de migration qui est, je pense, qui témoigne aussi d'une certaine émancipation des femmes, même s'il y a des contraintes à cette époque, et c'est intéressant de peut-être avoir une perspective comparée. Et je pense aussi, l'autre élément dont Monique a parlé un peu et qui m'intéresse et intéresse d'autres personnes dans l'équipe, c'est le fait que le type de documentation qu'elle a pu réunir, et je vais lui poser des questions après sur comment elle réunit cette documentation, en fait permet de retracer des parcours individuels. Et je pense que quand on peut retracer des parcours individuels, ça rend cette expérience passée beaucoup plus réelle et plus forte pour nous, de pouvoir donc avoir ce qu'elle fait avec ces Guadeloupéennes, nous inspire aussi, comme que nous travaillons sur d'autres expériences individuelles, puis on cherche à comprendre l'expérience du point de départ au point d'arrivée, avec parfois des allers-retours, et quel est l'impact dans le milieu d'accueil ou le milieu d'arrivée, mais aussi dans notre expérience dans le milieu qu'on a quitté. Il y a ensuite, évidemment, une contribution à l'histoire des femmes, et je pense que c'est important de réfléchir à ce que ça peut nous apporter. L'histoire des Guadeloupéennes venues au Québec est aussi un apport à l'histoire des femmes. Et il s'agit d'abord, et pour moi c'est fondamental, excusez-moi, de les rendre visibles,
de sortir de l'obscurité des femmes dont on ne soupçonnait pas la présence ici. Dans l'histoire des femmes du Québec, c'est quelque chose qui était absent jusqu'à maintenant. Donc, c'est vraiment un ajout à la façon de poser ou de porter un regard sur l'expérience des femmes. Et ça ouvre donc de nouvelles perspectives pour apprécier la diversité des femmes et de leurs expériences au début du 20e siècle. Et évidemment, comme il s'agit de femmes qui sont venues ici travailler comme domestiques, ça contribue aussi à l'histoire du travail domestique et des domestiques. Et là, on s'est peu intéressé au travail domestique pendant les premières années du 20e siècle. On a beaucoup plus de travaux sur le 19e ou sur la période plus contemporaine. Donc, ça nous rappelle qu'on a une période qu'on connaît mal, où il y a beaucoup de choses à essayer même avec les problèmes, d'essayer de comprendre et de connaître. Et je pense que l'expérience de ces femmes domestiques en particulier nous interpelle. Et là, Monique l'évoquait un peu à la fin de sa présentation. Comment les différences d'origine, de culture et de race entre ces Guadeloupéennes et les familles québécoises qui les ont employées, comment ces différences ont-elles été vécues dans l'espace intime du foyer, du voisinage, dans la communauté? Et qu'est-ce que l'expérience de ces femmes peut nous apprendre sur le rapport à l'autre dans le Québec du début du 20e siècle, qu'on voit souvent, certainement pour le milieu francophone, comme un milieu relativement homogène, à tort ou à raison, comme replié sur lui-même, etc. Et enfin, je voulais parler un peu de la contribution à l'histoire de Montréal. Et il y a il me semble au moins un double apport. Et ça, évidemment, c'est influencé par mes propres intérêts de recherche. Je pense que d'abord, ça nous invite à réfléchir à l'histoire de la bourgeoisie, de la petite bourgeoisie francophone de Montréal, parce que ce travail contribue également à sortir de l'ombre les employeurs de ces domestiques qu'on connaît peu et qu'on connaît pas sous cet aspect-là. Quel est l'univers social, culturel, matériel et urbain des membres de la bourgeoisie et de la petite bourgeoisie francophone qui ont recours à leurs services, et donc quel est le milieu aussi dans lequel vivaient et évoluaient ces femmes. Alors, c'est un groupe social qui a été peu étudié pour la métropole, même si certains historiens ont examiné les notables de villes plus modestes, comme Trois-Rivières ou Joliette, par exemple. Mais pour Montréal, on n'a pas ce type d'études. Puis enfin, puis évidemment, puis sous plusieurs aspects, c'est une contribution à l'histoire de la communauté noire de Montréal. D'autres personnes ici connaissent sans doute beaucoup mieux que moi cette histoire, mais il me semble qu'il s'agit d'une histoire qui est marquée par la prédominance d'une communauté anglophone, formée de personnes nées au Canada ou aux États-Unis, aussi des Antilles, mais de l'Empire britannique, antillais si on veut. Et il s'agit aussi d'une communauté, donc celle anglophone, largement marquée par une immigration masculine esselée. Et l'expérience des Guadeloupéennes nous fait découvrir une autre réalité, un autre parcours migratoire. Et il me semble qu'elle invite à réfléchir sur les relations qui ont pu exister. On comprend que oui, elles ont existé parce que des mariages, etc., entre ces francophones catholiques et une communauté majoritairement anglophone et protestante. Et leur présence nous rappelle ainsi la diversité de la communauté noire de la métropole et la richesse de son histoire. Donc, ce sont des commentaires préliminaires et j'imagine que d'autres auront des commentaires à ajouter. Donc là, je mets mon troisième chapeau pour faire comme si j'étais partie du public pour poser quelques questions, pour amorcer les échanges. Et j'ai pensé que ça pourrait être intéressant de parler des coulisses de la recherche. Donc, qu'est-ce qui nous amène aux connaissances que Monique a pu partager avec nous. Et donc, mes premières questions portent sur les origines du projet. Comment avez-vous découvert ces Guadeloupéennes et pourquoi s'être intéressé à leur histoire? Puis la question qui va avec ça un peu, c'est est-ce que ce sujet, l'histoire des femmes, l'histoire des domestiques, l'histoire de la migration, est-ce que c'était déjà des sujets dont vous aviez traité dans vos recherches, dans votre enseignement? Donc, d'où vient comment avez-vous découvert finalement ces Guadeloupéennes? Merci, Joanne. Alors moi, je travaille sur l'immigration depuis très longtemps et j'ai fait ma thèse en fait sur une comparaison entre les Antillais en France pendant la période du Boom et les Portoricains aux États-Unis. En fait, je m'intéressais à la politique publique, comment ces Antillais sont partis en France. Ça concerne les Antillais, les 4 anciens DOM, la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane. Et j'ai continué là-dessus parce que
je me suis aperçue en fait qu'on ne parlait pas, on faisait une histoire jusqu'à présent beaucoup, alors d'abord autour de l'esclavage aux Antilles, des habitations, d'histoire des élites et pas entre guillemets des gens, je dis pas des simples gens, mais des gens comme moi. Enfin, je me disais ben voilà, on parle pas des gens. Moi, je connaissais l'histoire du Buidum parce que c'est l'histoire de ma famille et justement l'histoire du Buidum, c'est pas la bourgeoisie antillaise, c'est pas les médecins, c'est pas les professeurs qui sont partis. Donc ça m'a toujours un petit peu interpellée et je me disais mais comment on part d'aussi petites îles, où on va et comment on part. Donc c'est un petit peu ça qui m'a toujours un petit peu guidée. Je me suis aperçue en fait qu'on a une histoire de l'émigration, du fait de partir de la Martinique et de la Guadeloupe depuis en fait. Alors il y a après l'abolition de l'esclavage, on part déjà, mais surtout début 20e, à partir de la construction du canal de Panama, on a des Antillais et des Antillaises qui partent. À Panama, au Canada, au Venezuela, et on recherche aussi, ça c'est l'autre aspect en fait qui m'a interpellée, on recherche aussi des gens des Antilles. Et c'est un petit peu là-dessus que j'ai voulu, sur ça que j'ai voulu travailler. En fait, ce projet-là s'inscrit donc dans 3 siècles d'immigration francophone, mais s'inscrit dans un projet plus large que je mène sur le recrutement en fait des domestiques dans la première moitié du XXe siècle en France et en fait du coup au Canada. En fait, pendant l'entre-deux-guerres, vous avez une femme blanche féministe de Clermont-Ferrand, donc en province, dans le milieu de la France, qui a monté une association pour recruter dans l'Empire. Finalement, dans l'Empire, ça ne s'est fait qu'en Martinique et en Guadeloupe. Cette association s'appelait l'Œuvre des serviteurs coloniaux. Et donc, elle voulait recruter, là aussi avec un discours sur une crise de la domesticité en France, des domestiques. Et elle a recruté en fait des domestiques en Guadeloupe et en Martinique au début des années 1920. Et cette association en fait a capoté. Il y a eu toute une histoire, ça a mal, j'abrège, ça s'est mal terminé. Il y a eu une enquête de police. Et dans l'enquête de police, en fait, on mentionne le Canada comme un précédent. Et c'est comme ça que j'ai découvert, en fait, l'histoire de ces Guadeloupéennes qui partaient au Canada, que j'ai commencé à lire là-dessus. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas de travaux majeurs. Il y a 2 articles, en fait, dont un que je vous ai cité d'Agnès Calix, mais qui parle des Noirs en général, et l'autre, en fait, qui était de parler de ces domestiques par rapport aux domestiques Shem, donc cette grande migration des domestiques anglophones qui viennent dans les années 50-60. Donc c'est comme ça que je me suis intéressée en fait à elle, et je dois dire que je me suis vraiment passionnée, je suis passionnée par cette histoire parce que je me suis dit on est en 1910-1911, justement je me disais qu'est-ce que ça représente de partir au Canada, pourquoi on part au Canada. Alors, je ne vous ai pas parlé de la situation de la Guadeloupe. La Guadeloupe, en fait, à ce moment-là, en 1910, il y a eu une très grande grève agricole qui a été réprimée dans la violence. On a un moment où il y a beaucoup de crises. La Guadeloupe, comme la Martinique, étaient des îles à sucre pendant la période avec l'esclavage. Et donc, c'est une période où il y a beaucoup de chômage. La canne à sucre ne vous occupe pas toute l'année. Et donc, je n'ai pas la voix de toutes ces domestiques, mais dans mes arguments, il y a partir pour avoir une condition. Ce que j'ai trouvé intéressant, je ne sais pas si c'était une autre question, c'est justement ce que représente la domesticité. Pour le Canada, que ce soit les domestiques guadeloupéennes, britanniques, suédoises, c'est la porte d'entrée. La plupart des femmes qui viennent au Canada sont domestiques. Ça, c'est montré par beaucoup de travaux ici. J'ai retrouvé certaines de ces domestiques étaient déjà domestiques en Guadeloupe aussi. Donc elles font quelque chose qu'elles faisaient déjà. Au niveau d'une ascension sociale, alors comme je vous ai dit, elles sont très peu payées ici, mais il faut voir ce que ça représente par rapport à la Guadeloupe. La question qui pourrait se poser, et ça je l'ai lu dans un des employeurs dit en fait qu'on les a trompées sur ce qu'elles venaient faire au Canada, sur le salaire, sur le contrat. Certaines n'ont pas signé le contrat. Donc je ne sais pas en fait si elles savaient qu'elles venaient véritablement pour 2 ans. Ce que j'ai noté, ça c'est par rapport au procès, des choses judiciaires que j'ai trouvées. En fait, le contrat est signé à New York. Parce que alors, je sais pas si je parle finalement sur les questions. Non, mais c'est bon. Il y a eu un procès en fait d'une domestique guadeloupéenne ici. Elle a quitté son service et son employeur l'a accusée de désertion et a porté plainte. Donc elle a été arrêtée, convoquée à la cour municipale de Montréal.
Et elle est finalement acquittée parce que le juge donc regarde tous les éléments et il dit en fait que l'employeur en fait ne respecte pas la loi au Canada, qui est qu'en fait on doit signer son contrat de travail au Canada. Et donc elle ne l'a pas signé au Canada. Donc là aussi, ça permet d'apprendre des choses, mais ce qui est intéressant, c'est que l'employeur a porté plainte contre elle. Ma prochaine question, puis après, ce sera votre tour. Je vais arrêter de parler. Porter peut-être un peu plus sur le déroulement de la recherche, parce que travailler, essayer de connaître l'histoire de personnes qui n'étaient pas des notables, qui n'étaient pas des célébrités, qui n'ont pas laissé de journal intime, etc., c'est toujours difficile. Donc, quels sont le type de sources que vous avez utilisées ou que vous avez pu croiser? Est-ce que ce sont surtout des sources ici au Canada, aussi aux États-Unis, aussi en Martinique? Quel genre de... C'est ça. Et est-ce que vous avez eu des difficultés aussi à trouver de l'information? Alors d'abord, ça m'a demandé d'entrer dans l'histoire du Canada, parce qu'en fait, en France, on a pour beaucoup l'histoire des États-Unis, mais pas beaucoup le Canada. Et moi, je connaissais surtout l'histoire des Noirs au Canada, mais après la Seconde Guerre mondiale. Donc j'ai commencé véritablement par essayer de comprendre ce qu'est être noir au Canada au début du XXe siècle. Est-ce que je me posais la question justement des esclaves, de leurs descendants, etc. Et puis quand on travaille sur l'immigration, voilà, moi tout de suite, contrairement à l'article d'Annex Calix, moi ça m'a pas paru une évidence qu'elles soient là. Donc la première question que je me suis posée, c'est comment elles ont pu aller au Canada. Et en fait, j'ai regardé le droit, voilà, la question de la législation, comment on entre au Canada comme françaises, parce qu'en fait elles sont françaises. Avec l'abolition de l'esclavage en 1848, les anciens esclaves devenaient citoyens. Et en fait, presque normalement, elles auraient dû aller plus vers la France pour trouver du travail, pas vers le Canada. Donc c'est comme ça que je me suis posé ces questions-là. En ce qui concerne, donc, quand j'ai compris comment elles entraient le trajet, j'ai compris que j'étais sur 3 espaces, 4 même. La France, la métropole, la colonie, la Guadeloupe, les États-Unis, le transit, et le Canada, l'arrivée. Donc je me suis dit, waouh, comment je vais faire tout ça, en supposant qu'il y ait des archives un petit peu partout. Alors les archives de la France et de la Guadeloupe, j'ai la chance de les connaître. Et en fait, j'ai commencé par le Canada. Et je me suis aperçue, donc, en pensant qu'on allait parler d'elles, qu'on parlait pas d'elles. Alors comme je sais qu'on parle pas beaucoup des femmes, donc je me suis dit, bon voilà, quand on parle pas des femmes, et là, quand on parle pas des domestiques, comment les faire parler? Il faut commencer par les employeurs, puisque eux peuvent avoir les recrutements, des courriers. Donc j'ai commencé entre guillemets par le haut, en cherchant donc j'ai fait une liste des employeurs. Alors c'est très intéressant, en tant qu'étrangère, vous êtes confronté à comment fonctionnent les archives. C'est quelque chose de nouveau d'entrer dans des archives ici. C'est très différent du fonctionnement en France. Les homonymes, alors du coup j'ai commencé par les plus connus, comme Victor Morin par exemple, parce que par exemple j'avais des Dion, mais les Dion c'est une famille, il y en a beaucoup. Excusez-moi, c'est pas joli, mais il y en a beaucoup, voilà. Donc j'ai commencé par les notables, les grands notables à l'intérieur de ce groupe. Donc Victor Morin par exemple, je suis allé, donc j'ai fait sa biographie et puis je suis allé dans le recensement. Je me suis demandé pourquoi Victor Morin échevin veut des domestiques guadeloupéennes, alors qu'on peut trouver des domestiques canadiennes sur place. Et j'ai regardé, donc à ce moment-là, c'est une grande famille, ils sont 9, il y a 7 enfants, et il vit aussi avec sa belle-mère et 2 belles-sœurs. Et je me suis dit, bon, c'est peut-être pas comme ça que je dois chercher. Donc j'ai essayé de comprendre, en fait, jusqu'à présent, c'est ce qui m'interpelle le plus, c'est les réseaux. Comment ces gens se connaissent? Comment on sait que quelqu'un va faire venir des domestiques? Et il y a un grand point qui est le séminaire de Saint-Hyacinthe. Alors il y a plusieurs points. Le séminaire de Saint-Hyacinthe, le Parti libéral, les avocats. Et c'est comme ça, en fait, qu'on s'aperçoit. Alors c'est aussi des gens d'une même famille, ils sont apparentés, beaux-frères, belles-sœurs. Et donc par rapport au travail, tu me demandais les archives, je croise énormément d'archives. Il y a une archive que j'avais un petit peu oubliée comme historienne, qui est la presse. Je suis revenue à ça, et les collections à Banque sont formidables pour ça. Donc je me suis dit, est-ce qu'on parle d'elle à l'époque? Et donc c'est la photo que je vous ai montrée. Donc à partir de là, j'ai épluché en fait la presse. J'ai épluché les petites annonces pour les faire sortir. Est-ce qu'on dit clairement qu'on veut à un moment une domestique guadeloupéenne, ou est-ce que elle a un moment, puisque je savais qu'il y en avait qui restaient, elles disent qu'elles sont, et on trouve
domestiques créoles. Donc, pour faire plusieurs entrées, noires, créoles, guadeloupéennes, et on trouve des gens. Donc, je croise les archives judiciaires. Je fais de la généalogie, parce que c'est aussi comme ça qu'on peut les faire sortir, et notamment trouver, par exemple, Victor Morin, il y a un fonds, trouver à l'intérieur d'un fonds des mentions de ces domestiques. Donc, c'est un gros travail, mais passionnant. Mais en fait, au départ, je me suis dit, bon, si j'ai pas leur voix, ce qui est important, c'est que je vais montrer leur présence. Mais j'ai fini par avoir leur voix. J'ai trouvé des courriers de domestiques, dont des photos qu'elles envoient après. Alors, il y en a plus de 200 qui arrivent, finalement. Je dis plus de 200 parce que j'en ai trouvé, en fait, qui avaient été recrutés, mais qui se sont arrêtés à Ellis Island. Parce qu'Ellis Island, c'est déjà un premier barrage. Il faut pouvoir passer et donc, elles repartent, en fait, on les renvoie en Guadeloupe. Elles n'arrivent pas au Canada. Donc, au bout du bout, peut-être arrivé à 250, je pense, guadeloupéennes. Je croise, donc par exemple, pour donc mon homme, Paul Soucab, qui est décédé, là, c'est dans les registres paroissiaux. Donc, elles sont catholiques. Ils sont catholiques, je me suis dit, à un moment, ils doivent aller à l'église, ou peut-être pas tous les dimanches, mais à un moment, Pâques, Noël, on doit... Et c'est comme ça que j'ai aussi cherché des photos de communion d'enfants, donc des cartes postales. Il y a quand même des grands photographes à Montréal, et là, on peut faire... justement côté anglophone, côté francophone. Donc c'est comme ça que je travaille. Mais merci beaucoup. J'ai assez parlé. Merci beaucoup. En fait, c'est toujours la partie qui m'intéresse le plus. C'est un peu cette vie secrète de la recherche qui nous amène à des résultats intéressants.